Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Notre sujet de la semaine, c'est la e-santé. Elle bouleverse le système de soins, change le rapport des soignants aux patients et favorise le partage de données médicales. Serons-nous pour autant tous guéris dans 10 ans ? Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée aux secteurs émergents et aux placements d'avenir. On va parler du quick commerce tout à l'heure avec Antoine Fraisse-Soulier de eToro France. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, on découvrira la dernière innovation de Winao, une plateforme comportementale immersive pour aider les salariés à adopter des comportements éco-responsables. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, Smart City, la ville intelligente consacrée aujourd'hui aux énergies alternatives. Le tout électrique est-il forcément la réponse aux défis des villes de demain? Réponse tout à l'heure, mais d'abord, la e-santé tout de suite. Notre sujet de la semaine, c'est donc le secteur de la e-santé, la numérisation de la santé avec ce titre, cette question un peu provocatrice, tous guéris dans 10 ans. Je la garde pour la fin du débat. On va d'abord présenter évidemment mes invités. Florence Herry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Libero. Adnan El Bakri, bonjour. Bonjour. Le fondateur, le président de Relife. Et Jacques Lucas, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Président de l'agence du numérique en santé. Peut-être une petite présentation de vos entreprises et organisations respectives. Pour commencer, Libero, c'est quoi ? Alors, Libero, donc moi je suis infirmière de formation. Oui. J'ai cofondé Libero il y a un petit peu plus de 4 ans, avec pour objectif initial de faciliter l'organisation des soins à domicile. Et en fait, aujourd'hui, on facilite l'accès aux soins et à la santé partout et pour tous en mobilisant des professionnels de santé à domicile, en entreprise. Et la dimension numérique, la dimension e-santé, elle s'exprime comment ? On a 3 piliers sur lesquels on s'appuie pour développer nos outils et nos prestations. Donc, on a notre réseau national de professionnels de santé. On a plus de 18 000 professionnels de santé aujourd'hui, infirmiers, kinés, sages-femmes. On a donc des coordinateurs de soins en interne, de professions paramédicales. Et puis, tous les outils numériques qu'on utilise tant pour l'organisation de toute cette mobilisation d'infirmiers et aussi les applications qu'on met dans la main des infirmiers libéraux. Adnan El Bakri, Relife. Relife, c'est le nouveau nom de votre entreprise, c'est ça, après une levée de fonds ? Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je suis médecin et chercheur en intelligence artificielle et j'ai créé cette start-up après ma spécialisation. Et en fait, c'est une technologie de communication universelle de l'information médicale basée sur de l'intelligence artificielle, mais qui permet surtout aux patients d'avoir son profil médical partout dans le monde de manière interactive, accessible et surtout intelligent. Donc on en parlera avec quelques cas d'usage, mais le constat majeur que j'ai fait dans ma pratique, mais aussi dans mes recherches en intelligence artificielle, c'est que l'information médicale, elle est peu partagée, peu structurée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, votre objectif, c'est qu'elle soit partagée par tous les acteurs du secteur médical, d'abord par le patient, qu'il y ait accès, avec une notion de protection des données, ça on y reviendra, mais il y a cette idée de partage aussi dans votre projet ? Si on revient au titre de votre émission, tous guéris dans 10 ans, j'ai envie de dire, commençons par la base. Avant de parler de la numérisation et de la guérison à partir du numérique, il faut d'abord réussir à répondre à des problématiques de base. Aujourd'hui, vous venez à l'hôpital ou vous allez en clinique ou vous allez en cabinet, vous ressortez avec des papiers ou avec rien. C'est souvent ça le cas en France, mais aussi partout dans le monde. Et puis, il y a très peu de bases de données collaboratives, très peu de network entre médecins et patients. Et donc, nous, on est ce bridge qui va venir dire, moi, je veux donner de la technologie aux patients, simple, intuitif, mais qui lui permet de communiquer avec tout ce qui existe comme acteur de santé autour de lui, peu importe ce qu'ils utilisent comme logiciel. Et c'est là où on a fait fort, puisqu'on a créé ce bridge digital qui nous permet de communiquer avec n'importe quel logiciel, n'importe quel système au monde. Et c'est comme ça qu'on a intéressé aussi les investisseurs américains et puis l'histoire que j'ai racontée chez vous la dernière fois. Oui, alors c'est cette levée de fonds dont je parlais à l'instant. Jacques Lucas, l'agence du numérique en santé, c'est quoi ? Alors, l'agence du numérique en santé est une agence de l'État que je préside donc, et qui réunit dans son assemblée générale et son conseil d'administration l'État lui-même, la délégation du numérique en santé, la Caisse nationale d'assurance maladie,
la Caisse nationale santé et autonomie est depuis peu une représentation des ARS et des grades. Qu'est-ce que ça veut dire, les grades? Les grades, c'est les groupements régionaux pour faire avancer la e-santé. Okay. Et c'est donc à travers cette agence qu'un certain nombre de référentiels sont établis. C'est l'agence qui le fait. Alors qu'est-ce que ce sont des référentiels? C'est la doctrine de l'État en matière de numérique. Et l'État va cesser de s'occuper des différentes applications qui peuvent voir le jour, sauf à définir pour le citoyen que ces applications sont conformes à la doctrine, c'est-à-dire la protection des données, conformité avec le RGPD, l'interopérabilité, c'est-à-dire que différentes applications peuvent communiquer, des principes éthiques, enfin tout cela va être publié très prochainement, car vous savez sans doute qu'il y a un espace numérique en santé qui s'ouvre pour chaque citoyen, qui va s'appeler Mon Espace Santé. Ça, c'est le grand chantier 2022. C'est le grand chantier qui est déjà ouvert. D'accord. Il y a des départements pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, avec une généralisation qui va se faire fin 2021, début 2022, à toutes les personnes bénéficiaires de l'assurance maladie, comme on dit en termes administratifs. Alors moi, quand je pense e-santé, et j'imagine pas mal de téléspectateurs, on pense d'abord à la télémédecine. Bien sûr. Alors c'est quoi? Parce que le e-santé, c'est très vaste en fait. La télémédecine, ça représente quoi dans ce secteur? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Tous guéris. La formule est excellente par la santé numérique en quelque sorte. Mais elle est du docteur Fabien Guez. Je rends à César. Elle est de Fabien Guez, mais je sais bien. Mais avant de guérir, il faut d'abord faire un diagnostic. La télémédecine, finalement, de façon très globale, a cet objectif. De faire un diagnostic à distance du patient par des moyens numériques sécurisés, puisque par les canaux vont circuler des données personnelles de santé qui peuvent être hautement sensibles, ces données personnelles de santé, donc il faut que les canaux soient sécurisés. Et on en a vu une excellente application lors de la première phase de la pandémie, où la télémédecine a littéralement explosé. Oui, un chiffre de données, une enquête CSA justement sur la e-santé, 30% des Français qui utilisent Internet ont déjà eu recours à la téléconsultation. C'était 7% avant la crise du Covid-19. Donc il y a eu un effet d'accélération. Florence Herry, vous l'avez ressenti, vous, clairement, dans votre activité chez Libéraux? Oui, on l'a beaucoup ressenti, effectivement, dès le confinement, la déclaration du confinement français, où sur notre site libéraux.fr, on a eu un boost de demandes de soins à domicile, puisque les gens ne pouvaient plus se déplacer à l'hôpital. Oui. Donc on a eu beaucoup de demandes de soins de multiples typologies, des prises de sang, des pansements, des suivis de maladies chroniques. Mais aussi, on est allé chercher auprès de nos professionnels de santé de notre réseau, quels étaient pour eux l'usage de la télémédecine. Parce qu'effectivement, on parle de la téléconsultation, souvent quand on parle de télémédecine. Mais aujourd'hui, il y a aussi la téléexpertise, le télésoin. C'est des mots qui semblent un petit peu flous. Mais surtout, j'ai du mal à faire la différence, en fait. Alors, entre une téléconsultation et télésoins. En fait, télésoins, c'est tous les types de soins qui peuvent être faits à distance par un professionnel de santé paramédical, notamment. Il y a 18 professions qui ont le droit de faire ce télésoin. Et donc, du coup, c'est une visioconférence avec un patient, avec son accord, bien sûr, sur un soin. Par exemple, 2 exemples. Un kiné peut faire une visio, donc un télésoin avec un patient sur une rééducation. Il faut bien sûr des prérequis, une autonomie du patient, une acceptation, un outil digital. Et puis pour les infirmiers, ça peut être de l'éducation thérapeutique à distance, donc du télésoin, donc vraiment un soin à distance. Donc c'est vrai que téléconsultation et télésoin peuvent se ressembler, mais c'est des professions différentes qui font ce soin. Et la téléexpertise, là, ce qui s'est ouverte notamment début juin pour tous les professionnels de santé, c'est je suis un professionnel de santé, j'ai besoin d'un avis ou d'une expertise qui n'est pas la mienne. Je fais donc appel à un expert pour me répondre à ma question. Question générale, avant de parler du thème qui est très important, évidemment, de la protection de nos données de santé, sur la relation soignant-patient, qu'est-ce que vous diriez les uns et les autres? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Je rappelle que vous êtes médecin, Adnan El Bakri. Est-ce que c'est une nouvelle relation patient-soignant qui est en train de se créer avec la e-santé au sens large, hein? Je ne parle pas seulement de votre cœur de business. Oui, tout à fait. C'est notre conviction aussi chez Relife, c'est-à-dire tout commence par cette relation médecin-patient. Et si on doit
commencer la digitalisation de la santé, on doit commencer à digitaliser justement les moyens et les outils de communication et la création de cette relation Mais qu'est-ce que ça change, médecin-patient. cette relation ? Alors, ça change, c'est que le médecin a besoin de temps humain pour lui et pour examiner le patient, plus que ce qu'il passe sur le temps administratif. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'on passe au moins entre 7 et 10 minutes en moyenne, toutes consultations confondues, pour aller trouver l'information, noter ce que le patient me dit. Si vous, Thomas, vous venez me voir, la première question que je vais vous poser, c'est ce qu'on appelle en médecine l'interrogatoire ou l'anamnèse, c'est-à-dire racontez-moi, Thomas, ce que vous avez eu dans votre vie, vos antécédents médicaux, personnels, familiaux, etc. Ce temps-là, le temps que je retranscrive ce que vous me dites et que j'intègre dans mon logiciel, etc., c'est un temps perdu parce que je pourrais l'avoir différemment, cette information-là. On pourrait la connecter une bonne fois pour toutes et ça me permettra d'avoir du temps humain pour vous écouter, pour vous examiner et pour vous voir à l'instant T. Et donc la relation médecin-patient, je trouve... en France, mais aussi partout dans le monde. Je suis allé aux États-Unis, c'est pareil. En Afrique, c'est pareil. La relation médecin-patient... en 2021 est une relation à l'instant T. C'est-à-dire vous tombez malade, vous venez nous voir et là on doit s'occuper de vous et on vous soigne parfaitement avec une perte de temps, avec une perte d'efficacité, mais on vous soigne. Et en France, on a un excellent système de soins. Par contre, ce qui se passe avant ça et après ça, là, on n'est absolument pas bon, ni en France, ni ailleurs. Et c'est là que votre technologie intervient, parce qu'il y a un suivi, évidemment. Il faut faire le lien. Il faut faire le lien, et le lien commence par l'information médicale, par la data, et il y a une énorme déperdition d'informations dans le monde. Et un autre chiffre que je peux vous donner, il y a seulement 1% des données médicales disponibles dans le monde pour la recherche médicale. Seulement 1%. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de logiciels, tellement de systèmes d'information et tellement de parcours différents que personne n'a pensé à aller au-delà de ça. C'est déjà fait pour les autres domaines. C'est déjà fait pour le monde social, pour le monde professionnel. On connaît tous les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Mais c'est déjà fait aussi pour le monde des transports, pas encore pour la santé. Donc il faut aller au-delà de ces problématiques. Je reviens sur la question de la relation soignant-patient. Jacques Lucas, c'est intéressant ce que vient de dire Adnan El Bakri, parce que il dit on peut se délester d'un certain nombre de recherches, de charges qui ne sont pas purement médicales. Et ça dégage du temps. Mais ça dégage du temps. Est-ce que ça dégage du temps pour un patient, pour un soignant, presque plus psychologue que médecin? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus les robots prennent de la place, plus ils assistent les médecins, est-ce que le métier de médecin ne va pas fondamentalement changer? Avec le numérique, le métier de médecin va changer. Mais je voudrais ajouter une chose à ce qu'a dit Adnan El Bakri. D'abord, je suis médecin également, et originairement, je viens du Conseil national de l'ordre. C'est pour cette raison que que j'ai été nommé président de l'Agence du numérique, puisque là-bas, je m'occupais également du numérique. Je voudrais dire dans la suite de la télémédecine, bien qu'il n'y ait pas ça, que c'est compliqué, comme vous l'avez dit vous-même, parce que les termes utilisés sont parfois des termes juridiques ou de la télémédecine, c'est pas un site de rencontre. C'est-à-dire que si c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont rentrer en consultation, peut-être que sur le plan de la relation humaine, ça peut friter un peu, si je puis utiliser cette expression. Encore que nos compatriotes appellent le centre 15 lorsqu'ils ont un souci par téléphone. Et ils ne se connaissent pas. Et néanmoins, le centre 15 régule finalement l'orientation de ce patient. La téléconsultation peut faire la même chose dans les territoires, comme on dit maintenant, où là, il y a une densité médicale qui est relativement faible, qui sont d'ailleurs malheureusement des territoires où le numérique n'arrive pas toujours encore, mais quand même, là, il peut y avoir effectivement une première rencontre par le numérique. Mais il faut que cette première rencontre se concrétise ensuite et que, sur le territoire, le patient puisse être pris en charge par ce qu'on appelle des communautés professionnelles de territoire de santé. Mais le plus souvent, et c'est ce qu'on a vu lors de l'épidémie Covid, c'est un patient et un médecin, généraliste ou spécialiste, qu'importe, qui se connaissent, qui ont déjà une relation humaine et qui vont communiquer en utilisant des moyens numériques. Et personne ne pense que lorsqu'on a vu ça d'ailleurs, des apéros virtuels pendant la période de confination, ça détruisait la relation humaine, puisque c'était déjà des personnes qui se connaissaient. Donc le numérique ne déshumanise pas la relation humaine,
c'est un outil et tout dépend bien évidemment des conditions dans lesquelles on utilise cet outil. Et c'est ça qui est aussi très important dans la phase préalable de l'information du citoyen, y compris d'ailleurs sur la protection de ces données, parce qu'il est légitimement un peu inquiet sur la protection de ces données, alors que parfois, il les dissémine sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Il y a une très grande ambivalence. Oui, on est paradoxaux tous. Hein, voilà. On peut être très vigilant sur un aspect, puis oublieux sur d'autres, ça c'est sûr. Je reviens vers vous, Adnan El Bakri, pour justement creuser un peu cette question de la protection des données. Je ne sais pas si c'est un fantasme, mais cette idée que nos données de santé intéressent évidemment les assureurs, les banquiers, et qu'on pourrait voir nos comportements futurs dirigés finalement par une espèce de doxa sanitaire où il faudrait arrêter de boire un deuxième verre de vin rouge parce que je me projette dans un avenir pas si lointain, votre frigo détecte le fait que vous ayez bu 2 bouteilles de vin, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous garantissez finalement, vous nous garantissez que votre outil ne va pas servir aussi à ça ? Alors, d'abord, oui, c'est un fantasme européen en tout cas, mais c'est un fantasme puisque en Europe et en France, on n'a pas le droit, évidemment, en tant qu'entreprise, mais n'importe quelle autre institution n'a absolument pas le droit de communiquer des données médicales à des assureurs ou à des entreprises privées ou à des banques. Vous avez dit en Europe ? En Europe. Je dis bien en Europe parce que aux États-Unis, c'est pas la même chose. Mais nous, chez ReLife, ce qu'on propose justement pour résoudre cette problématique-là, c'est de basculer la réflexion d'une réflexion centrée sur les établissements et sur les médecins vers une réflexion centrée sur le patient et vraiment lui donner l'outil. Et arrêter de dire qu'on va mettre le patient au centre de quelque chose sans lui donner un outil pour le faire. Et donc, chez ReLife, c'est le patient qui détient et qui possède ces données médicales et c'est lui qui décide avec qui il les partage, quand il les partage, et tout ça est extrêmement bien sécurisé par des technologies robustes. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Un autre chiffre que je peux vous donner, 85% de nos concitoyens en France, dans les différents sondages, acceptent de partager leurs données de santé même en public, à partir du moment où ces données sont anonymisées. Donc, quand vous leur posez les questions comme est-ce que vous acceptez de partager vos données avec l'industrie pharmaceutique si elles étaient anonymisées et si ces données pourraient servir à la recherche médicale, la réponse est à 85% oui. Donc, il y a les technologies pour anonymiser, il y a les technologies pour communiquer et partager. Il faut maintenant vraiment proposer une vraie solution qui fonctionne sur le terrain et arrêter avec les couches administratives et les couches bureaucratiques très complexes, très compliquées, qui fonctionnent pas vraiment et qui sont pas universelles, quoi. Parce que les acteurs de santé sont très nombreux et c'est très complexe comme sujet. Et bien sûr, Jacques connaît très bien tout ça. Il l'a dit. Extrêmement complexe, mais on doit équiper le patient. Et je pense que c'est aussi une réflexion centrale chez Florence aussi, et chez Libéraux, donc peut-être je vous passe la parole. Oui, non, mais effectivement, en plus, il y a un point qui est très important sur la donnée, c'est que effectivement, souvent, les personnes, paradoxalement, n'ont pas peur de mettre leur diagnostic sur les réseaux sociaux. On se prend en photo à longueur de journée, oui. En plus, et parfois ont peur de mettre des données ou se poser la question qu'est-ce que va devenir ma donnée, par exemple lorsque je la mets sur un site comme notamment le nôtre, Libéraux. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que nous, on avait beaucoup de données sur le domicile, sur la santé à domicile, sur la manière dont travaillent les professionnels de santé à domicile et les patients, les besoins des patients, et que en France, notamment, il n'y avait pas d'études de soins de la santé à domicile. Donc, typiquement, nous, en tant qu'entreprise privée, certes, nous avons des données que nous pouvons agréger et anonymiser avec effectivement toute la notion de RGPD et avec des architectures de données très, très fiables pour les mettre à disposition des institutions publiques pour justement mener à bien soit des parcours de soins bien définis, soit bien définir des besoins. Mais non, nous ne donnons pas nos données à des banques, à assurances. Vous les vendriez d'ailleurs. Aux institutions publiques. Oui, parce qu'elles ont potentiellement de la valeur. Tout à fait. Mais donc c'est pour ça que l'enjeu, il est effectivement, je suis d'accord avec vous, RGPD nous protège de ça, mais il y a d'autres pays où c'est pas le cas. Aux États-Unis, les patients, alors je vous raconte une anecdote, mais quand on a présenté au CES de Las Vegas la solution ReLife, les citoyens américains qui venaient poser des questions nous disaient ah oui, c'est génial, donc si je peux
si j'ai Relife, je peux partager mes informations avec mon assureur et payer moins ce que je paye aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà fait aux États-Unis, qui est déjà possible. Simplement, il n'y a pas encore cet outil qui permet d'agréger et de permettre aux données d'être réellement protégées et dans les mains des gens, indépendamment des logiciels métiers. Et c'est ça qui est très complexe. Dans le monde, il y a plus de 100 000 logiciels métiers identifiés en médecine, vous imaginez, et qui ne communiquent pas entre eux. Donc c'est un sujet vraiment, vraiment complexe. C'est un sujet important que celui de l'interopérabilité des logiciels qui vient d'être évoqué. Le Ségur numérique récemment, là, dans les réformes, a porté des couloirs, comme on dit, pour la médecine libérale, pour les services hospitaliers, pour les pharmaciens, afin que les logiciels deviennent interopérables entre eux. Et c'est bien évidemment ça de l'argent qui va aller vers les industriels, mais vers les industriels qui devront se conformer aux référentiels précisément élaborés par l'Agence du numérique en santé. Vous savez, sur la protection des données, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été créée donc par ordonnance du général de Gaulle en 1945, l'assurance maladie, depuis 1945, on n'a jamais appris, alors que tous les Français sont fichés à l'assurance maladie, on n'a jamais appris qu'il y avait eu des fuites de données de l'assurance maladie et que des personnes avaient été stigmatisées. Il doit en être de même avec le numérique, et c'est le rôle de l'agence précisément de faire des logiciels et de définir quelles peuvent être les règles de sécurité. Et dans l'application de ces règles de sécurité, il faut que les professionnels de santé eux-mêmes s'impliquent, puisque l'on apprend quasiment tous les jours qu'il y a eu une cyberattaque sur tel ou tel établissement. Il peut y en avoir également vers les cabinets libéraux, vers la radiologie ou la biologie. Et on s'aperçoit que quand même très souvent, pas toujours bien sûr, mais très souvent, la première des failles est une négligence humaine, je dirais. Ce n'est pas volontaire, bien évidemment, mais c'est qu'on laisse un ordinateur qui va être connecté au réseau sans aucune sécurité et que c'est par là qu'on peut s'introduire dans un système d'information. Donc, je pense quand même qu'en France, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est extrêmement active sur bien sûr, et qu'il y a eu de l'argent public encore mis en œuvre pour renforcer, enfin éviter les cyberattaques, et que dans les années qui viennent, et c'est un point très important pour créer la confiance, que les cyberattaques disparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de marché noir de la donnée de santé, de la donnée, oui, bien sûr. Et si on essaie de positiver, il nous reste 2 minutes. Vous avez déjà répondu un peu à la question tous guéris dans 10 ans, mais est-ce que, là je reviens peut-être à la télémédecine, à des notions un peu plus terre à terre et d'aujourd'hui, est-ce que ça permet quand même d'aller dans des zones d'ombre, vous voyez, ou dans des régions où finalement les médecins sont très peu présents ou quasiment absents? Nous, typiquement, effectivement, dans notre organe, donc chez Libéraux, on a bien vu que notamment pendant le confinement, les professionnels de santé qui se déplaçaient encore à domicile, c'était essentiellement des infirmiers, mais aussi bien sûr des auxiliaires médicaux, et d'autres assistances de vie aussi. Mais typiquement, on ne peut pas, du jour au lendemain, on n'a pas une baguette magique chez nous, on ne peut pas créer comme ça des professionnels de santé. Donc là, dans ce cas-là, la téléconsultation avec un professionnel de santé médical qui va faire une prescription et ensuite qu'un infirmier se déplace au domicile pour faire le soin, voilà, déjà, d'une part, ça résout un problème. Mais ça peut être d'autres situations, dans des déserts médicaux où il reste un pharmacien et un infirmier ou un petit cabinet une CPTS, une communauté professionnelle de territoire de santé. Et là, dans ces cas-là, le télésoin, eux, s'ils sont surchargés, le télésoin peut être tout à fait adapté, comme je le disais tout à l'heure, pour suivre des patients à distance qui sont accompagnés par un proche ou, par exemple, une assistante de vie, pour avoir les soins au quotidien. Donc, effectivement, c'est d'aller vers, c'est cette fameuse politique d'aller vers. Clairement, la télémédecine est un outil. Pour terminer, Jacques Lucas, avec cette campagne Oui à la e-santé, c'est aussi justement pour lutter contre les déserts médicaux qu'elle se lance? Ça fait partie de la lutte contre les déserts médicaux, et les déserts médicaux, c'est pas toujours dans la ruralité. Vous avez parfois des déserts médicaux dans les périphéries des villes. On peut en citer même un département presque en Île-de-France, je pense au 93 en particulier, où il y a un tel afflux de population par rapport à l'offre de professionnels libéraux que ça vient quasiment un désert. Donc la télémédecine et le numérique en général est un des moyens, c'est pas la baguette magique, et notamment pour créer aussi la coopération
autour d'un patient avec l'ensemble des professionnels de santé. Et comme le disait Adnan, c'est finalement le patient qui est propriétaire de ces données. C'est d'ailleurs un des objectifs de mon espace santé, qui les partagera avec qui il veut. Il faut faire attention toutefois aux personnes vulnérables, psychologiquement éventuellement vulnérables, avec mon espace de santé, qui, ne voyant le mal nulle part, vont peut-être éventuellement les donner à n'importe qui. Donc peut-être y aura-t-il des interdits d'ordre public relatifs à ce partage qui ne peut pas non plus se faire sur la place publique. Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était passionnant. On va passer tout de suite à notre rubrique Smart Money, le quick commerce, faire livrer ses courses en 10-15 minutes, c'est la mode. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Le quick commerce au programme de Smart Money. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. Alors, petite définition traditionnelle dans cette rubrique. C'est quoi le quick commerce ? Alors, le quick commerce, c'est un système de livraison de courses alimentaires ultra rapide. Se faire livrer ses courses commandées en ligne à domicile en moins de 15 minutes et parfois en moins de 10 minutes, c'est ce que nous promettent les acteurs du quick commerce. Alors, comment ça marche ? Le business model se base sur le retail. C'est d'abord acheter de la marchandise directement aux marques, sans passer par des centrales d'achat. Ouais. Ensuite, c'est stocker cette marchandise, la stocker dans des dark stores. En fait, ce sont des mini-entrepôts qui ne reçoivent pas de clients. Et puis, il y a également toute une flotte de livreurs qui sont pour la plupart en CDI d'ailleurs et qui livrent les clients jusqu'au dernier kilomètre. Oui, c'est le défi du dernier kilomètre. C'est quoi la clé pour ce nouveau mode de commerce ? Eh bien, la clé pour respecter en fait ces délais de livraison qui sont extrêmement courts, 10 à 15 minutes, ça va être vraiment d'implanter ces dark stores, donc ces mini-entrepôts, au cœur des villes, là où il y a une densité de population. Comme ça, les livreurs ensuite pourront livrer de manière très rapide sur 1 ou 2 kilomètres. Et puis, le secteur vraiment a connu un vrai boom depuis le début de l'année. C'était un secteur qui était un marché qui était assez boudé par les fonds de private equity. Il a levé plus de 2 milliards d'euros depuis le début de l'année. Alors justement, ce marché, il représente quoi aujourd'hui ? Alors le marché, étant donné que c'est un nouveau marché, c'est un marché assez fragmenté. Il y a 23 acteurs qui sont dans le quick commerce, dont 6 qui sont implantés en France. Les plus anciens datent de 2015. Alors en France, une société qui commence à être connue, c'est Frishti. Frishti qui a levé depuis sa création 42 millions d'euros. Et puis il y a aussi une société de cure qui s'appelle Getir, qui vient d'arriver en France au mois de juin, qui elle est un des leaders et qui est valorisé 7,5 milliards d'euros. Elle vient de s'implanter en France, puis il y a des jeunes pousses. On en a reçu un sur ce plateau il y a la semaine dernière. Effectivement, je me souviens, c'était donc le fondateur de Cajoo, Cajoo qui vient de lever récemment 60 millions d'euros auprès de Carrefour, alors que c'est une société qui existe que depuis février 2021. Ouais. Donc c'est considérable. On voit que les grandes enseignes de la distribution ne veulent pas rater ce virage du quick commerce. Ouais. Et puis il y a également une société allemande, Gorillas, qui a levé 244 millions d'euros en mars 2021. Et donc c'est aussi un des gros acteurs du quick commerce. Quel avenir pour ce secteur, Antoine ? Alors, selon les experts et les analystes du e-commerce, il devrait rester 2, 3, voire 4 acteurs quand le secteur sera consolidé. C'est vrai que donc ça veut dire qu'on va passer de 23 acteurs aujourd'hui à 4-5, quoi. Alors, selon intéressant. Moment, voilà, c'est vrai que chacun a sa particularité. Par exemple, Getir, pour le turc, vraiment casse les prix, des prix ultra compétitifs. Cajoo, c'est plus une exclusivité sur des marques françaises. Gorilla, ça va être plus des référencements qualitatifs. Donc en fait, la clé, ça va vraiment être de maîtriser l'approvisionnement, parce que ça avec l'approvisionnement, avec le Covid, c'était une problématique. Et puis aussi nouer des partenariats avec les marques, des partenariats
pérenne. C'est des nouveaux comportements qui sont en train de se mettre en place. Effectivement, le quick commerce révolutionne un petit peu les habitudes de consommation. On l'avait vu déjà avec la crise sanitaire où les gens consommaient sur Internet. Aujourd'hui, c'est vrai que 97% des Français ont accès à Internet. Les ventes de e-commerce pour l'alimentaire ont augmenté de 37% l'année dernière. Donc, on est vraiment dans un bouleversement de la consommation alimentaire. Oui, 37% des Français ont consommé de l'alimentation sur Internet. Oui. C'est le chiffre de l'an dernier. Est-ce qu'il faut investir ? Alors, investir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui ne gagne pas d'argent. Aujourd'hui, c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que l'important, c'est de gagner des parts de marché. Certains acteurs sont extrêmement agressifs. Et c'est vrai que l'expansion et le développement coûtent très cher. Les sociétés du quick commerce, en plus, n'arrivent pas en terrain concu. Elles sont en concurrence quand même avec les grandes anciennes de la grande distribution. Et puis, les actifs sont lourds, les dépenses importantes pour payer les loyers des dark stores, par exemple, ou payer les salaires des livreurs. Et puis, les marges sont assez faibles. Ceci étant, c'est un nouveau marché. C'est un marché donc en pleine expansion et on a vu que c'est un marché qui a levé 2 milliards d'euros depuis le début de l'année. Donc c'est un marché où beaucoup de gens croient. Donc c'est un marché donc, qui devrait croître de manière assez importante dans les prochaines années. Pour l'instant, ces sociétés ne sont pas cotées en bourse, donc le seul moyen d'investir, c'est via des fonds de private equity. Donc, c'est quand même un marché qui a un potentiel important. Merci beaucoup. Merci Antoine Fraisse-Soulier, responsable de marché chez eToro France. On passe à Smart Connect tout de suite. On reste dans le e-commerce, les mutations de ce secteur. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, les mutations du e-commerce. Je vous présente Valérie Mas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, co-dirigeante de Winao. C'est quoi Winao ? Winao, c'est une green tech qui vise à enrayer le réchauffement climatique en toute humilité. C'est-à-dire qu'il vise à produire vaste programme. Vaste programme. Oui. En fait, on cherche à produire des solutions qui soient pragmatiques, qu'on puisse appliquer dès maintenant pour avoir le maximum d'impact pour permettre à chacun de changer ses comportements et réduire ses émissions. Alors, ça a démarré, c'est 2014, c'est ça, vous avez breveté, qu'est-ce que vous avez breveté comme technologie ? Alors, on a breveté un petit dispositif dans la voiture qui permet à chaque conducteur de mesurer ses émissions, d'identifier quand est-ce qu'il gaspille avec sa conduite, de le coacher pour réduire sa consommation de carburant et donc ses émissions de CO2. Et on compense la totalité des émissions qui sont encore restantes. Donc l'idée, c'est on va viser le changement de comportement, mais également l'information et la sensibilisation des collaborateurs qui sont au volant de leur voiture. Oui, c'est ça, c'est un coaching d'éco-conduite, mais qui s'adresse à des entreprises, c'est-à-dire qui ont une flotte d'automobiles assez importante. Vous lancez une nouvelle offre avec Engage Now, c'est quoi exactement ? Alors Engage Now, c'est un projet qu'on a lancé depuis 1 an et qu'on sort tout juste. C'est une plateforme d'un nouveau genre de changement de comportement qui vise à la fois à sensibiliser les collaborateurs au climat, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le CO2, le climat, ou a peut-être des fois des mauvaises idées ou impressions à ces sujets-là, qui va leur permettre de faire leur bilan carbone également et qui va les permettre de jouer pour changer leur comportement et contribuer au climat. Donc l'idée, c'est rassembler en une seule plateforme tous les outils qui existent aujourd'hui au service des entreprises pour former leurs collaborateurs, parce que les entreprises sont très engagées dans la réduction et elles ont besoin que leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs soient à bord. Et alors ça passe par de l'expérience immersive. Comment ça marche ? Expliquez-moi. Alors ça ressemble à une plateforme entre Netflix et Fortnite. Donc c'est à mi-chemin entre le jeu vidéo et la vidéo. L'idée, c'est vraiment de rendre l'expérience extrêmement agréable. Ludique, exactement. Donc on la gamifie totalement. Vous gagnez des points, vous pouvez gagner des responsabilités dans la plateforme. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, à chaque changement, vous pouvez suivre les émissions de CO2 que vous ou votre communauté a permis de réduire. Elle est déjà utilisée ou vous venez de la lancer ? Vous en êtes où de ce développement ? On a une communauté d'entreprises pionnières qui ont décidé de suivre l'aventure avec nous et on le lance là. Donc il y a près de 120 000 collaborateurs
de par le monde qui vont monter à bord avec des grandes entreprises comme Europcar Mobility Group, Carglass, voilà, donc, et un certain nombre d'autres entreprises qui sont hyper intéressées. Alors, il y a cette dimension ludique de gamification, mais il y a aussi un aspect pédagogique dans votre démarche, depuis la création de WeNow. Oui, et c'est vraiment très important de faire comprendre ce que c'est que le réchauffement climatique, mais aussi de faire comprendre quels sont les impacts des différentes actions qu'on peut avoir. On entend beaucoup parler de l'impact de la voiture électrique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Certaines personnes se posent la question, faut-il aller chez mon marchand de légumes ou au contraire faut-il acheter en ligne? Est-ce que c'est mieux d'acheter une bouteille en verre ou une bouteille en plastique recyclé? On n'a pas forcément les bonnes réponses parce que souvent d'ailleurs la réponse c'est ça dépend. Et donc l'idée c'est de donner à chacun les clés pour bien comprendre où se fait l'impact, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et justement pouvoir agir et le faire de manière commune et à l'échelle. Les citoyens qui ont participé à la Convention sur le climat, les chefs d'entreprise là, qui sont en train de faire la même démarche, il y a deux initiatives parallèles, ils parlent souvent d'une claque climatique. Ils disent souvent qu'au début de ces grandes réunions, ils ont été confrontés à des chercheurs, à des scientifiques du GIEC, etc. Et ils parlent d'une claque climatique. Est-ce que vous avez ressenti ça avant de vous lancer? C'est quoi le point de départ? Je voudrais comprendre en fait. Alors le point de départ, alors moi j'ai passé 15 ans chez Total, donc effectivement la claque climatique, je pense que je l'ai eue, mais plutôt côté Total. Alors moi je pense effectivement il y a beaucoup de gens qui abordent le climat de manière extrêmement négative. Je pense que c'est pas un bon moyen de faire passer les gens à l'action. Et d'ailleurs ça a été prouvé sur le cerveau, on est beaucoup plus créatif quand on va chercher de l'enthousiasme, on est dans des meilleures dispositions, on est beaucoup plus efficace quand on va chercher l'enthousiasme plutôt que quand on va chercher la peur. La peur est un moteur, mais la peur est un moteur qui nous fait perdre un peu les regards de côté, etc. Enfin, tout ce qu'il peut avoir autour. Donc, on se dit qu'il y a déjà suffisamment de personnes qui sont là pour faire ce type de claque climatique. Nous, on veut plutôt apporter des solutions et montrer que c'est encore possible. Parce que si tout le monde a peur, à quoi ça sert de s'y mettre? Ça peut être paralysant. Vous parlez de psychologie positive. C'est un outil que vous avez inséré dans Engage Now, dans cette plateforme, c'est ça? Alors, c'est complètement, ça irrigue complètement effectivement la plateforme. L'idée, c'est il n'y a pas de culpabilisation. Le risque quand on va dans l'écologie, c'est de se sentir coupable de quelque chose. J'ai une voiture, zut, c'est pas bien. Et ça peut faire sortir de la démarche. Alors que là, c'est chacun avance. On n'avance pas tous de la même manière. Au pire, on est tous des greenwashers. Mais au contraire, on essaye tous de progresser. Et moi, je me forme à la psychologie positive. Là, je suis en pleine formation pour devenir experte en psychologie positive. Et c'est vraiment la base de toutes les théories scientifiques sur lesquelles on s'appuie pour faire en sorte d'aller chercher les bonnes ressources dans le cerveau de chacun. Merci beaucoup Valérie Mas d'être venue présenter donc, cette plateforme Engage Now et votre entreprise WeNow. On va marquer une courte pause et puis ensuite on va se lancer dans notre rubrique Smart City. On va parler de nouvelles mobilités évidemment et énergies alternatives. À tout de suite. La seconde partie de ce Smart Future, consacrée comme chaque semaine à la ville intelligente et dans notre Smart City, je vous propose de monter à bord et de découvrir le bus autonome de la RATP tout à l'heure. Reportage sur une première nationale, l'expérimentation de ce bus autonome et électrique. Koseila Boish était à bord. Mais d'abord, dans cette émission, notre débat consacré aux énergies alternatives, le tout électrique est-il forcément la réponse aux défis des nouvelles mobilités ? Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City consacré aux énergies alternatives. Je vous présente mes invités. Sacha Farkas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des relations presse chez SEAT et Cupra France. Thomas Verstrepen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, consultant en nouvelle mobilité au sein du cabinet Wavestone. C'est quoi en quelques mots le cabinet Wavestone ? Wavestone, c'est un cabinet de conseil en transformation. Ouais. Donc on accompagne les grandes entreprises du CAC 40 sur leur transformation. Donc, notamment aujourd'hui, on va parler des nouvelles mobilités, donc que ce soit dans le transport, l'énergie, mais aussi la cybersécurité, manufacturing, plein d'autres sujets.
Et la question des mobilités, des nouvelles mobilités, en lien évidemment avec la transition écologique, est-ce que vous l'avez vu monter au fur et à mesure des dernières années? Oui, tout à fait. Je pense vraiment par exemple à 2017 où il y a eu vraiment l'émergence de toutes les nouvelles mobilités, les trottinettes, les vélos à assistance électrique, qui ont fait réagir aussi les grands acteurs du transport, de l'énergie, de l'automobile. Et donc on voit effectivement que ces acteurs sont en train de s'adapter et de proposer de nouvelles solutions. Alors il y a évidemment une date qui est très importante et qui pour le secteur automobile, voilà, c'est un marqueur, c'est 2035, la Commission européenne qui annonce la fin de la commercialisation des voitures thermiques en 2035. À quel point c'est une révolution pour le secteur automobile? Alors c'est une révolution parce que ça fait depuis l'apparition de l'automobile qu'on n'a pas vécu comme ça une transition aussi rapide. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'automobile, mais sachez que les premières voitures qui ont été fabriquées au 19e siècle, c'était des voitures électriques, avant qu'avec Ford, c'est le thermique qui prenne le pas, mais c'est une vraie révolution. Et aujourd'hui, elle ne se fait pas toute seule, donc elle ne se fait pas qu'avec les constructeurs, mais aussi avec les gouvernements et les municipalités. Ouais. Et c'est la question de la rapidité, elle est quand même très, très importante, parce que 2035, on a une quinzaine d'années devant nous, mais quand même, c'est demain, quoi. C'est-à-dire qu'à la dimension d'un secteur, d'une industrie, ça suppose des mutations majeures qu'on soupçonne peut-être pas les uns et les autres. Bien sûr, alors l'avantage, c'est que la technologie, on l'a. Oui. Donc après, il y a quelques réglages liés évidemment à la fabrication de batteries, puis surtout au nombre de véhicules qu'on fabrique. Rien qu'en France, on vend quasiment 2 millions de voitures. Donc imaginez à l'échelle mondiale. Donc en gros, c'est plus la quantité des batteries et des voitures qui doivent être fabriquées qui va être un vrai défi. Pas tellement la technologie, parce qu'elle est connue. Ouais. Alors si on devait, Thomas Verstraeten, faire un peu la liste des alternatives à la bonne vieille voiture thermique. Alors évidemment, on va mettre l'électrique. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Effectivement, donc l'électrique, c'est vraiment là où il y a la plus forte dynamique, puisque cette année, là, on est à la fin du mois d'août, là, on était déjà à plus de 90 000 ventes, ce qui attend déjà pratiquement les ventes de l'an dernier qui avaient vraiment explosé par rapport aux années précédentes. Mais on a évidemment... Donc on a atteint en 8 mois les ventes de l'année précédente. Quasiment. Ça, quasiment. Et l'année dernière, on avait déjà fait quasiment x3. On était à 40 000 à peu près en 2019, 110 000 en 2020. Donc il y a vraiment une très très forte dynamique sur l'électrique. Mais comme vous le dites, il y a d'autres énergies. Je pense notamment à l'hydrogène, qui est plus en expérimentation, ou en tout cas un peu au démarrage. On vend autant de véhicules à hydrogène aujourd'hui qu'il y a 10 ans dans l'électrique. Donc on est quand même au tout début. Peut-être pas aussi les mêmes contraintes logistiques, puisque l'hydrogène, c'est quand même plus compliqué à mettre à disposition. Et puis, c'est pas les mêmes usages. Il y a notamment pour le fret maritime, routier. Oui, on détaillera ça tout à l'heure. Mais donc électrique, hydrogène, le gaz aussi, le biogaz. Oui, et puis on a le GPL aussi, le gaz pétrole liquéfié. Mais c'est des usages qui vont pas nécessairement être les plus utilisés sur les nouvelles mobilités. Donc, il y a plein de nouvelles énergies qui sont utilisées, mais il y en a vraiment une ou deux qui vont être utilisées pour les nouvelles mobilités. Alors, Sacha Farkas, que développe SEAT en matière d'énergies alternatives? C'est quoi la ligne? Alors, il y a évidemment la ligne directrice d'un grand groupe mondial comme Volkswagen qui priorise le tout électrique. Donc ça, c'est bien sûr le premier axe, que ce soit en voiture ou en micromobilité, parce qu'on a également des scooters et des trottinettes. Et ensuite, je sais qu'il y a un positionnement qui nous est propre, c'est le GNV, donc le gaz naturel, qui est une alternative finalement peu connue. Pourquoi? Liée à son développement et au nombre de stations existantes, mais qui permet, par exemple, de baisser des émissions de CO2 de 30 à 80% si on est sur du bio-GNV, de baisser également la consommation, et qui allie bien, en fait, qui s'allie bien avec une motorisation essence. C'est quoi exactement le bio-GNV? Alors, le bio-GNV, c'est tout simplement le GNV. Donc, GNV, c'est gaz naturel de l'extraction. Le bio-GNV, c'est tout simplement la méthanisation des déchets organiques. Voilà, c'est... Après, je ne connais pas le process dans le détail, mais en tout cas... Mais je voulais que vous le disiez, parce que c'est important, Thomas Verstraeten, parce qu'on se projette dans l'avenir dans cette émission, et le bio-GNV, il a un avantage, qui est quand même la production locale. C'est-à-dire on est vraiment dans la définition du circuit court.
Oui, tout à fait. Et c'est l'un des enjeux de rapprocher les usages aussi au plus proche des personnes qui vont utiliser ces mobilités. Après, ça dépendra aussi des localités. Par exemple, en centre-ville d'une grande métropole, on ne pourra pas tout produire aussi sur place. Donc, il faudra faire appel à des grands réseaux, là encore électriques et autres, pour vraiment répondre à toute la demande. Oui, mais ça je reste sur le bio-GNV, parce que c'est même une filière agricole qui est en train de se mettre en mouvement autour de cette énergie. Je reviens à l'électrique, parce qu'effectivement, vous disiez, c'est vraiment la ligne choisie par le groupe Volkswagen. Quels sont les freins aujourd'hui au développement de l'électrique ? Parce que vous dites, on a la technologie, il y a la réglementation européenne. C'est quoi les freins pour vous ? Les bornes, peut-être le déploiement des bornes, même s'il y a un plan qui a été mis en place ? Alors, si on parle d'énergie alternative, l'électrique, finalement, commence, en tout cas dans des pays comme la France, à être pas mal accompagné par les initiatives gouvernementales. On est à 42 000 stations électriques. Aujourd'hui, on prévoit 100 000 en 2022. Et les freins, ils sont liés tout simplement à l'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie, elle est autour de 300-400 km aujourd'hui en moyenne. L'objectif, c'est d'avoir des stations un peu partout sur le territoire français pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on ne peut pas aller d'un point A à un point B. Ensuite, il y a le coût, puis il y a aussi beaucoup de pédagogie qu'on doit faire sur les nouvelles énergies auprès des clients. Oui, dans l'émission tout à l'heure, on parlait d'éco-conduite et de pédagogie auprès des conducteurs. Ça s'apprend de conduire une voiture électrique d'une certaine façon. Bien conduire une voiture électrique, c'est pas si simple. C'est pas si simple et c'est très amusant. Parce que l'idée, par exemple, quand on conduit une voiture électrique, c'est de récupérer de l'énergie. C'est-à-dire qu'en freinage ou en ville, on va avoir une autonomie bien plus importante, alors que sur une voiture thermique, c'est l'inverse. Et sur autoroute, l'autonomie annoncée a tendance à baisser parce que sur des vitesses élevées, on n'est plus sur ce qu'on a annoncé. Thomas Verstrepen, les enjeux d'avenir de la filière de la voiture électrique ou de la mobilité électrique, c'est quoi ? C'est l'autonomie des batteries. Est-ce qu'on a beaucoup progressé depuis 4-5 ans et quelles sont les perspectives en la matière ? Oui, on a beaucoup progressé. On a des modèles maintenant qui vont jusqu'à 500, 600 km. Donc après, c'est des modèles qui sont encore très chers. Mais sur l'autonomie, effectivement, il y a encore une marge pour pouvoir vraiment apporter des performances très intéressantes. Il y a quand même aussi dans les défis les questions des matières premières, puisqu'il faut qu'elles soient disponibles. Bien sûr. Et puis il y a des gros enjeux aussi en termes de production et des enjeux industriels aussi pour la France. On a plusieurs projets qui ont été lancés. Et puis effectivement au niveau des réseaux aussi, il y a toute une question du pilotage de l'électricité, des bornes, donc de réfléchir à comment optimiser l'utilisation de ces bornes et la recharge, peut-être d'essayer de recharger les véhicules au bon moment, par exemple la nuit, au moment où il y a moins d'utilisation des réseaux. Donc il y a tout un écosystème en fait à adapter pour que le véhicule électrique puisse vraiment se déployer du mieux possible. Il y a des critiques qui sont faites sur l'impact environnemental des véhicules électriques. Elles sont essentiellement liées à la fabrication des batteries et au cycle de vie des batteries, c'est ça ? Effectivement, sur la fabrication, c'est là où ça pollue le plus. Après, l'avantage, c'est qu'en centre-ville, c'est là aussi où il y a un vrai enjeu de dépolluer les centres-villes. Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes. Et puis sur les batteries, alors effectivement, une batterie, c'est polluant. Pour autant, on peut quand même donner plusieurs vies aux batteries. Il y a la seconde vie pour des véhicules qui sont un peu plus à des usages un peu plus lents. Par exemple, il y a des véhicules qui sont utilisés sur les aéroports pour faire de l'utilitaire, donc des choses qui ne demandent pas des performances très fortes. Et puis il y a aussi de la troisième vie avec du stationnaire qu'on peut utiliser chez soi ou même sur une péniche. L'autre fois, j'allais sur la péniche de quelqu'un qui avait utilisé des batteries de troisième vie. Et ben voilà, et donc plus on prolonge évidemment la vie des batteries, plus le bilan environnemental progresse. Sacha Farkas, le tout électrique, c'est pas forcément une solution pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a en fonction des usages, il faut aussi s'y adapter, quoi. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas une solution pour tout le monde. On parlait des milieux urbains. Donc quand on utilise le terme alternatif, ça peut être une énergie alternative, mais ça peut aussi être un moyen de mobilité alternatif. Bien sûr. Donc ça peut être un vélo, ça peut être un scooter, ça peut être un trottinette. Et tous ces moyens sont aujourd'hui électrifiés. Donc
effectivement, en ville, une trottinette peut très bien remplacer une voiture sur des trajets courts. Et puis aussi, on peut faire en sorte d'avoir une multimodalité, d'utiliser trottinette, scooter et voiture en fonction de ses besoins. Mais quand on habite en dehors des grandes villes, c'est une problématique encore un peu différente, quoi. Effectivement. C'est pour ça que les deux modèles vont cohabiter encore quelques années. Exactement. Ouais. C'est pas du tout les mêmes besoins en milieu rural et en milieu urbain. Je voudrais qu'on parle de l'hydrogène. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Thomas Verstraeten. C'est intéressant. Vous disiez l'hydrogène est aujourd'hui au niveau de l'électrique il y a 10 ans. Est-ce que son développement peut être plus rapide dans la décennie à venir ? Comme je le disais, c'est d'autres contraintes aussi logistiques, techniques. Donc, on a quand même déjà, notamment en France, un réseau électrique qui est quand même très puissant avec une vraie industrie derrière. Donc, on a lancé de grands projets sur l'hydrogène. Je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire 2 fois la nouvelle mobilité avec une énergie. Il faut trouver des usages qui vont être les plus adaptés. Je parlais du fret. Il y a aussi des services, par exemple, il y a des régions qui sont spécialisées dans le domaine de l'hydrogène. Là, je pense à Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Ils lancent des projets, notamment de Sea Bubbles, qui proposent des bus volants sur l'eau, qui ont besoin de stations pour se recharger. Donc, il va falloir trouver les bons usages. Mais l'hydrogène a de l'avenir en France pour la mobilité. Philippe Boucly, qui est le président de l'association France Hydrogène, estime que 300 000 taxis, véhicules d'entreprise, artisans et livraisons à hydrogène pourraient circuler dans 10 ans. Je ne sais pas s'il est optimiste, mais est-ce que le développement peut passer par les professionnels, en fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Par le circuit des professionnels. Parce que là, on parle des taxis, on parle des véhicules d'entreprise, on parle des artisans. Oui, tout à fait. C'est notamment sur la livraison. Il y a des enjeux de temps de déplacement. On peut aussi prendre plus de temps pour utiliser ces mobilités. Donc, comme je le disais, pour la mobilité de tous les jours et la mobilité urbaine, l'électrique va être plus adapté. Pour autant, pour des usages très précis, professionnels, l'hydrogène peut vraiment apporter plus. Je voudrais terminer, il nous reste 2 minutes, avec le rythme de la transition, Sacha Farkas. Transition lente ou transition accélérée ? Qu'est-ce qui justifie finalement que la transition soit relativement lente ? Les infrastructures, le manque d'infrastructures ? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a les infrastructures, il y a bien sûr aussi peut-être la méconnaissance, c'est-à-dire une voiture électrique. On commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, mais si on parle de bioéthanol, de GNV, d'hydrogène, aujourd'hui, ça reste quand même très, très flou. Oui, un peu mystérieux, tant qu'on n'est pas monté à bord, quoi. Mais ça va aller très vite, finalement. Ça va aller très vite parce que, vous le disiez en introduction, finalement, en 2035-2040, on n'aura plus de voitures thermiques qui seront fabriquées. Et quand Daniel Cohn-Bendit dit la transition écologique en douceur, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Thomas Verstraeten ? De toute façon, pour faire la transition, il faut quand même de la radicalité sur les moyens qui sont apportés. On a besoin de vraiment transformer, et c'est pour ça aussi cet enjeu des 100 000 bornes, c'est un chiffre quand même très élevé. On a besoin de faire de grands changements si on veut adapter toute la filière. Et par exemple, là, on le voit dans les centres-villes, en 2 ans, par exemple, la gestion des trottinettes et des vélos à assistance électrique a totalement changé. Je pense à Lime avec Uber. Maintenant, toutes les trottinettes, tous les vélos ont des batteries amovibles qu'on peut utiliser pour chacun mode de transport. Et on voit que donc, ça se transforme d'une année à l'autre vraiment radicalement. Donc c'est difficile de se projeter dans 10 ans finalement. C'est difficile, par contre on sait effectivement qu'on a des échéances qui arrivent avec des centres urbains qui sont de plus en plus exigeants sur les émissions de CO2, avec les zones à faible émission, et puis on a aussi le ralentissement de la vitesse. Donc on a plein de transformations urbaines qui de toute façon vont accompagner ces changements. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à ce débat de Smart City. On va continuer de parler mobilité, Smart Move. On monte à bord d'un bus autonome de la RATP. Smart Move avec un reportage aujourd'hui, c'est une première nationale. C'était le lundi 13 septembre dernier, la RATP qui expérimente son bus urbain autonome et électrique en conditions réelles. On est sur la ligne 393, c'est dans le Val-de-Marne. Bon, il n'y a pas de passagers, mais c'est quand même
une première nationale étonnante. Les premiers passagers sont espérés à l'automne 2022. Et à bord, il y avait quand même Kosseila Boyish. Regardez. Je suis Co Mervin, je suis le directeur de l'innovation du groupe RATP. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un bus électrique autonome. Pour lui dire c'est rouge ou c'est vert. Exactement. Okay. Pour lui dire c'est rouge. À court terme, l'objectif sur ces bus, c'est de tester la technologie, de voir jusqu'où elle est capable d'aller, qu'est-ce qu'on est capable de développer comme service avec cette technologie. Et puis c'est aussi l'occasion de cette technologie autonome de tester des systèmes d'aide à la conduite qui vont nous permettre d'améliorer la conduite des bus traditionnels. Par exemple, des systèmes qui ont annulé les angles morts, qui vont faire de la détection d'obstacles. À plus long terme, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'on serait capable de déployer des lignes de bus complètement autonome, mais ça c'est un objectif qui reste encore à plusieurs années devant nous. Ce bus il est équipé d'un certain nombre de capteurs, donc des caméras, des radars, des lidars, donc des caméras, des capteurs laser qui vont regarder l'environnement, qui vont identifier les autres éléments qui se trouvent dans l'environnement, donc par exemple une voiture ou un piéton ou un autre bus, et à partir de ça et de ce système de positionnement, il va être capable de suivre la ligne du bus 393. Alors aujourd'hui ces avantages on est en train de les évaluer, d'en mesurer la véritable portée, on en voit plusieurs. La première c'est probablement de réussir à mettre plus de bus, à rapprocher les bus sur une ligne et donc à avoir une capacité augmentée en nombre de voyageurs sur une ligne. On va aussi avoir des avantages en matière d'éco-conduite. On va probablement consommer moins sur ce type de véhicule. Alors aujourd'hui on a un opérateur de sécurité à bord pour deux raisons. La première c'est qu'on est toujours en phase d'expérimentation et que donc on veut s'assurer que si jamais le système a une défaillance, eh bien on est quelqu'un qui soit capable de reprendre la main. La reprise en main elle est très facile, il suffit de toucher le volant, comme sur les voitures. Et puis aujourd'hui, on a encore une obligation réglementaire d'avoir un opérateur de sécurité à bord. À terme, on pense effectivement faire en sorte qu'on n'ait plus quelqu'un qui s'occupe de la conduite. Par contre, vous regardez ce que fait un machiniste dans un obus. Il fait de la conduite, mais il fait aussi de la formation voyageur, de la sécurité, de la biéthique. Toutes ces autres fonctions-là, elles vont pas disparaître. Donc on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un à bord pour s'occuper des voyageurs. Alors, je suis Yann, je suis conducteur machiniste receveur à la RATP depuis 17 ans. Et aujourd'hui, je suis safety driver sur le bus autonome sur la ligne 393. Mon rôle est de surveiller que le véhicule avance correctement, que tout se passe conformément aux prévisions et à la programmation du véhicule. Lors de son déploiement, lors de son parcours. Qu'est-ce qui pourrait mal aller, par exemple ? Principalement une intervention de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui grillerait un feu et qui viendrait sur nous, ou quelqu'un qui ne se serait pas rendu compte qu'un véhicule arriverait à un passage protégé et qui franchirait au rouge l'arrêt. Normalement, le véhicule est là pour pouvoir pallier à ce genre de choses-là, mais en guise de sécurité, on est là en plus pour pouvoir réussir à faire en sorte que tout se passe en toute sécurité. Au début, le réflexe d'avoir envie de freiner, oui, on l'a, mais en définitive, non. Après qu'on a pu voir évoluer le véhicule, on se sent beaucoup plus en sécurité, et, beaucoup plus en confiance, et on a tendance à surveiller beaucoup plus l'environnement que le véhicule, même si mon rôle est effectivement quand même de surveiller le véhicule, de vérifier tous les capteurs, enfin de vérifier toutes les informations et interfaces homme-machine qui m'est donné pour pouvoir être sûr que le véhicule a bien pris en compte toutes les données qui lui arrivent sur lui. Voilà pour ces témoignages recueillis par Kosseila Boyish. Voilà, c'est la fin de cette émission, ce numéro de Smart Future. On se retrouve bientôt sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux pour Smart Impact. Je voudrais remercier Caroline Ricross qui est à la production, à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon. À la réalisation, c'est Alice Pitavi et au son, Mamou Saïd. À très bientôt sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.